une histoire particulière. L'envie de communiquer avec les esprits surgit le plus souvent à la mort d'un proche. Quand le deuil est difficile, on cherche à tout prix à entrer en contact avec le défunt. Avec Dany Legras et François Test, installons-nous. Fermons les volets, les stores, les rideaux. L'obscurité doit être totale. Puis, allumons des bougies et asseyons-nous en rond autour d'une table. Posons nos mains, nos petits doigts les uns contre les autres. Surtout ne rompez pas cette chaîne. Puis fermez les yeux et écoutez le documentaire qui suit. Nous prions le Seigneur Dieu Tout-Puissant de nous envoyer de bons esprits pour nous assister et d'éloigner ceux qui pourraient nous induire en erreur et de nous donner la lumière nécessaire pour distinguer la vérité de l'imposture. Écartez aussi les esprits malveillants, incarnés ou désincarnés, et qui pourraient tenter de jeter la désunion parmi nous et nous détourner de la charité et de l'amour du prochain. La double vie d'Allan Kardec. Si quelques-uns cherchaient à s'introduire ici, faites qu'ils ne trouvent accès dans le cœur d'aucun de nous. Par Dany Legras et François Test. Nous prions notamment l'esprit d'Allan Kardec, notre guide spirituel, de nous assister et de veiller sur nous. Première partie, Esprit, es-tu là ? Allan Kardec, de son vrai nom Hippolyte Léon Denisard Rivail, est le fondateur du spiritisme, doctrine fondée en France à la fin du XIXe siècle. Enseignant français méthodique et pondéré, auteur d'une vingtaine de livres sur la pédagogie, il devient à partir de 1857, et ce jusqu'à sa mort en 1869, le codificateur du dogme spirit. Dogme qui connaîtra plus tard une implantation sans précédent sur la terre brésilienne. Mais quels sont les fondements de cette religion dont les postulats initiaux est la croyance en la réincarnation, l'immortalité de la conscience et l'évolution de l'esprit? Viviane Perret, historienne. Cette communication avec les esprits, elle est plurimillénaire. Y compris les tables tournantes, on a des témoignages au moment de l'Antiquité. Donc cette communication avec les esprits n'est pas une chose nouvelle. En revanche, ce qui a été nouveau, c'est la forme qu'elle a prise et la manière dont elle s'est étendue. C'est pour ça qu'il faut parler des sœurs Fox, parce que on date... Alors, je reviens sur une notion de vocabulaire. Lorsqu'on parle du spiritisme dans un pays anglo-saxon et de la naissance de cette communication avec les esprits de manière répétée, facile, puisque aux États-Unis on a compté jusqu'à 30 000 médiums au plus fort de l'apogée du spiritualisme, on parle de spiritualisme. Quand on traverse l'Atlantique, qu'on arrive en France et qu'on se réfère à la doctrine d'Allan Kardec, on parle de spiritisme. Alors, comme les mots sont quand même très proches, moi je propose qu'on parle de kardécisme pour évoquer le spiritisme lui-même, puisqu'ensuite, c'est pas à vous que je vais l'apprendre, il se transforme en religion en repassant à nouveau les mers et en allant au Brésil, et de spiritualisme pour ce qui concerne les anglo-saxons. Donc maintenant, à nos sœurs Fox. Alors, nos sœurs Fox, l'histoire, elle commence en 1847. Deux petites filles, Kate qui a 11 ans et sa sœur Maggie qui en a 14, sont terrorisées dans leur maison à Hainesville, donc c'est dans l'état de New York, parce qu'on entend des bruits. Et le 31 mars 1847, alors que les phénomènes durent depuis plusieurs mois, Madame Fox pousse son mari à aller voir les voisins en disant qu'ils viennent voir, ils auront peut-être une idée. Le voisin n'a pas vraiment l'intention d'y aller, mais la voisine s'y rend. Et là, elle constate un phénomène étrange, c'est que non seulement il y a des bruits
des coups qui sont donnés dans les murs de la maison, mais que si on pose une question à cet esprit, il répond. Et en fait, au fur et à mesure, il va même se révéler bavard comme une pie. Et ce phénomène va entraîner une enquête. C'est un phénomène anglo-saxon. Donc le 11 septembre 1848, Madame Fox va témoigner sous serment des phénomènes qui sont arrivés, et ça va être le lancement du spiritualisme, c'est-à-dire la communication avec les esprits. Nous sommes au Père-Lachaise avec Bertrand Bayern, nécrosophe comme il aime s'appeler, devant la tombe d'Allan Kardec. On y voit un buste en bronze qui apparemment attire les foules. Le tombeau se distingue de tous les autres par son apparence de dolmen, pseudo-celtique, entre nous, et son fleurissement. Depuis plus d'un siècle, Allan Kardec est le défunt le plus fleuri de tous les cimetières de Paris. Et en cela, déjà, la chose est remarquable, et vous noterez qu'à 7 heures le matin, des adeptes de sa doctrine spirite viennent avec une piété jamais démentie, faire le ménage, enlever les fleurs à peine fanées, et le tombeau est dans un état absolument impeccable. J'ai toujours tendance à penser qu'il y a une bourse du souvenir, et Kardec ne s'est jamais dévalué. Et qui sont les gens qui viennent justement poser des fleurs, des vases de fleurs, etc. Pourquoi il est si fleuri? Alors, ceux qui connaissent son enseignement, sa philosophie, ses livres, quoique le fait de déposer des fleurs n'est peut-être pas inscrit dans l'œuvre de Kardec, mais là on ajoute une dimension matérielle, de même qu'on souhaite toucher l'effigie. On vient, j'imagine, lui demander. Parce que vous êtes bien d'accord, j'ai l'impression que Allan Kardec n'est pas particulièrement connu en France. Non, mais le Père-Lachaise vous prouve qu'il n'y a pas d'adéquation entre le fleurissement d'une tombe et la notoriété à l'extérieur du cimetière de la personnalité qui est dans la tombe. Pour Kardec, c'est une minorité qui le connaît, mais c'est une minorité fervente et qui va mettre quelque chose dans la balance. On vient, on ne se contente pas de passer devant la tombe ou d'y rester quelques secondes, on y fait de longues stations, on y médite. Avant de parler d'Allan Kardec, peut-on préciser d'abord qui était Hippolyte Léon Denisard Rivail, né à Lyon dans une famille catholique en 1804 ? Alors c'est aussi un homme novateur. Donc là, on a traversé les mers, donc on se retrouve dans un contexte beaucoup plus social. Alors qu'aux États-Unis, le contexte, il est religieux. Que Hippolyte Rivail n'a jamais eu l'intention d'en faire une religion. Ce qu'il voulait, c'était renouveler le christianisme. À quel moment il devient Allan Kardec ? Précisons d'abord que Allan Kardec n'a jamais été médium. Il a toujours été, vous avez dans une séance de spiritisme, vous avez un scribe, une personne qui va donc récupérer les messages qui sont donnés. Et il va être contacté par un groupe, et pas des moindres, parce que vous avez des éditeurs, un consul, vous avez des personnes notables sur la place de Paris qui forment un groupe spirit et qui vont lui demander d'être ce fameux scribe. Et lors de ces communications, on va lui communiquer qu'il a été un ancien druide du nom d'Allan Kardec. Et c'est sous ce nom qu'il va rapporter les conversations, ces fameux cahiers spirites, et qu'ensuite il va les arranger en une doctrine qui s'appellera le livre des esprits, publié en 1857, dans lequel il va donner une vision beaucoup plus large aux communications, en étant donc la première base d'une doctrine qui est sociale, qui se fonde sur les aspirations philosophiques et politiques de l'époque, qui demande plus d'égalité. Et c'est là où intervient le phénomène de la réincarnation, puisque si vous avez cette possibilité de réincarnation, qui avez-vous été dans une précédente vie? Qui serez-vous dans une prochaine vie? Donc le roi peut être un ouvrier, l'ouvrier peut devenir roi, et ça correspond tout à fait à l'ambition politique et philosophique, sociale de l'époque. Claudia Bonmartin,
d'origine brésilienne, spirit depuis plus de 40 ans. Le spiritisme, il a son côté scientifique, il a son côté philosophique, avec des conséquences morales ou religieuses, comme on veut. Donc, il a son triple aspect. Le spiritisme, il croit en Dieu. D'ailleurs, la première question du livre des esprits est « Qu'est-ce que Dieu ?» Alors, donc, une vision beaucoup plus étendue de la notion de Dieu. Après, il accepte aussi que l'esprit, il prouve d'ailleurs, scientifiquement, que l'esprit existe et que après la mort du corps physique, l'esprit demeure. Il est toujours vivant. Donc, Dieu, esprit, après que cet esprit qui est parti peut se communiquer avec les personnes qui sont incarnées. Alors, l'esprit qui est parti, on dit les désincarnés, alors ils peuvent se communiquer avec les incarnés, que c'est nous. Donc ça, c'est la médiumnité. Après, il y a la réincarnation, qui est vieille comme le monde. 2/3 de la population mondiale accepte la réincarnation si on considère tous les bouddhistes, hindouistes, certains courants, même un courant d'islam, acceptent la réincarnation. C'est-à-dire que l'esprit est continuellement en évolution morale et intellectuellement. Dans chaque vie, on revient pour résoudre parfois certains problèmes du passé, des erreurs du passé, mais aussi pour continuer à évoluer. La doctrine kardéciste, même s'il y a eu des personnes, des grands bourgeois, des aristocrates qui se sont intéressés au kardécisme, fondamentalement, c'est une doctrine qui a touché la population ouvrière laborieuse et la petite bourgeoisie. C'est là où elle a où elle a recruté le plus d'adeptes. Pourquoi ? Parce qu'elle était tout à fait en phase avec les revendications sociales. Donc on est dans une mouvance sociale qui va, lorsqu'on est kardéciste, n'est pas seulement assister à des séances et avoir des communications avec les esprits, mais c'est aussi participer à une vie sociale. Donc après les séances, vous aviez une levée de fonds qui permettait d'avoir des mutuelles, des crèches, tout un système que nous on appellera maintenant un peu la sécurité sociale, mais qui n'existait pas à l'époque. Donc vous avez quand même un fonds beaucoup plus républicain dans le kardécisme que vous ne pouviez l'avoir dans le spiritualisme. Là, c'est le tombeau de tous les superlatifs pour ce qui est des couleurs, du dépôt de fleurs. Vous savez que certains dimanches, on voit de petites files d'attente s'improviser, puisque côté gauche de l'effigie, aucune fleur n'est déposée afin de permettre ce contact, en espérant que le magnétisme fonctionne. Et il y a autre chose, c'est l'incroyable magnétisme du regard, du buste de bronze signé Capellaro, Charles Romain Capellaro, qui est enterré à 200 mètres d'ici et qui était un adepte de la doctrine spirit. Autrement dit, lorsqu'on s'intéresse profondément à Allan Kardec, on peut débuter et conclure sa promenade ici, mais on peut mener tout un itinéraire kardéciste dans le Père-Lachaise. D'accord. Et apparemment, les visiteurs, ils ont l'habitude de toucher pas tous. Moi, je me souviens qu'enfant, c'était une pratique relativement peu répandue. Oui. Et il y a désormais une forme de mimétisme. On ajoute peut-être à l'intensité de la demande alors, on ne sait pas ce que les gens demandent, des guérisons, Et il y a des inscriptions également. Alors, les inscriptions sont merveilleuses parce qu'il y a au fronton du dolmen un abrégé de la doctrine spirit, naître, mourir, renaître encore et progresser sans cesse,
telle est la loi. Mais il y a quelque chose de beaucoup plus hermétique pour le gros public qui vient ici. C'est ce que vous découvrez sur la face avant du monument. Tout est fait à une cause, tout est fait intelligent à une cause intelligente. La puissance de la cause est en raison de la grandeur de l'effet. C'est parlant pour ceux qui sont déjà initiés. Sinon, oui, ça relève de l'hermétisme. Les touristes, les gens qui viennent lors de vos conférences, et qui ne connaissent pas forcément Allan Kardec, est-ce qu'ils vous posent la question justement du contenu de cela? Oui, et en cela, le cimetière remplit sa fonction de démontrer qu'il est un point final pour le mort qui repose dans la tombe, mais qu'il est un point de départ pour le visiteur, pour le pèlerin, et que la tombe va agir comme un déclencheur d'émotions et d'informations. Puisqu'il est là depuis 1869. Non, en 1869. Alors là aussi, il y a cet aspect génial du vocabulaire spirit. Il n'est pas mort le 31 mars 1869, mais c'est désincarné. C'est le terme qu'on emploie en spiritisme. Et quelle est la différence? Ben justement, le fait d'évoquer une désincarnation explique que quelque chose se poursuit au-delà de cette apparence physique et terrestre. Mais lorsqu'il s'est désincarné, c'est au cimetière Montmartre qu'on a conduit sa dépouille. Et c'est quelques mois plus tard qu'elle a été transférée. Et vous connaissez la raison de ce transfert? Non, j'ignore pourquoi, mais les morts voyagent. Ils ne font pas que communiquer avec nous, ils voyagent également. Bonjour madame. Vous êtes en train de nettoyer un petit peu les un petit peu beaucoup là. Oui, vous les faites souvent? Vous travaillez ici ou vous venez ici, vous le faites? Non, je fais bénévolement. Bénévolement. Est-ce que je peux vous poser la question, pourquoi vous faites ça? Parce que c'est comme ça. Quand j'étais jeune, je venais sur cette tombe, il y avait des fleurs, c'était toujours propre. Oui. Et moi, j'ai à cœur de tenir cette tombe propre. Vous êtes attaché à Allan Kardec? Vous connaissez un petit peu sa philosophie? Oh oui. Oh oui. Vous êtes également spirite? Non, pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Mais ça ne vous empêche pas de venir? Je suis catholique et je vais pas à l'église. Oui. Et voilà, c'est tout. Bonne continuation. Merci beaucoup. En quoi consiste, dans les grandes lignes bien entendu, l'écardécisme? Alors, le kardécisme et le spiritualisme, dans les grandes lignes, se fondent sur le postulat qu'il est possible de communiquer avec les esprits en ayant simplement avec soi une personne plus sensible que les autres qui peut recevoir et interpréter les messages. Et qu'en conséquence, il est possible pour des vivants autour de la table de s'entretenir avec les esprits par l'intermédiaire de la médium. Je dis la médium parce que la majorité des médiums étaient des femmes à cette époque. Le kardécisme a des particularités dont la plus importante, c'est la réincarnation. Et donc la possibilité d'avoir eu une vie passée ou une vie future complètement différente de celle qui est sur Terre. De plus, dans les communications que Hippolyte Rivail a eues avec les esprits, il a posé des questions qui n'étaient pas en général posées par les spiritualistes. Il a essayé de poser des questions de façon à former des théories sur, non pas tant sur l'au-delà, mais au contraire sur la manière de vivre sur Terre pour correspondre à une philosophie générale de bonté et d'amour et d'égalité des hommes. Je crois aussi que c'est quelque chose sur lequel on peut insister sur le kardécisme, d'où la réincarnation, c'est l'égalité des hommes et des femmes. Charles Kampf, est-ce que vous pourriez nous dire où nous sommes là en ce moment? Alors ici, nous sommes au 42 rue Saint-Jacques. Donc, quand vous feuilletez les anciennes revues spirites, alors pas trop du 19e siècle, mais peut-être tout à la fin du 19e et au début du 20e, c'était l'adresse où
le siège de la librairie Spirit, et donc où il y avait les livres de Kardec à vendre, et où il y avait aussi l'édition de la revue Spirit, la fameuse revue qui a été lancée par Kardec le 1er janvier 1858, et qui existe toujours. Et donc cette revue, elle a fonctionné ici, dans ce local, dès les années 1900, tout au début des années 1900. Elle était conçue, rédigée et élaborée par une équipe qui était coordonnée par Paul Lémarie, donc qui était le fils de Pierre Gaëtan Lémarie, et donc qui tenait cette bibliothèque ici, à cette adresse même, dans ce local où on est. Puisque cette librairie s'appelle Librairie Lémarie, exactement. Et apparemment, à ce moment-là, justement, on comptabilise en France autour d'1 million de spirites. Oui, donc dans la revue Spirit, alors je ne sais plus si c'est janvier ou février 1869, Kardec, il avait fait un article qui s'appelait « Les statistiques du spiritisme », où donc il dénombrait effectivement, je ne me rappelle plus du nombre exact, mais c'est de cet ordre de grandeur, le nombre de spirites qu'il y avait en France. Et donc là, dans les courriers qu'on a retrouvés récemment, il y avait dès 1862 plus de presque 750 abonnés à la revue Spirit. Donc c'était quelque chose qui était parti assez vite et qui avait continué à se développer à l'époque de Kardec. Le mouvement est un petit peu mort de sa belle mort pour différentes raisons qui n'ont pas toujours de relation avec la doctrine elle-même. Entre autres, avec une meilleure compréhension des moyens techniques mis à disposition. On a compris comment on pouvait tricher, comment on pouvait frauder. Donc ça a apporté un coup sérieux au bien fondé des deux doctrines spirites de chaque côté de l'Atlantique. Mais pourquoi il a été intéressant et valorisé jusqu'en 1920 ? Même parce qu'entre les deux, vous avez la Première Guerre mondiale et vous avez toujours le phénomène de communiquer avec ses proches qui sont décédés. Donc chaque fois que vous avez eu une guerre, vous avez un regain de spiritisme. Ça, c'est absolument typique. Mais après la Première Guerre mondiale, entre les révolutions technologiques, les avancées sociales, les changements de gouvernance, le kardécisme en tant que doctrine sociale, même avec communication avec les esprits, n'avait plus le même impact qu'auparavant. Donc il s'est petit à petit amenuisé et dans l'esprit des gens est devenu simplement un retour à l'amusement de salon, aux guéridons qu'on fait léviter, aux coups qui sont portés. Alors, Monsieur Bayern, vous m'avez montré quelque chose qui est assez étonnant, les sceaux. Les sceaux, les balais sont siglés des initiales AK, Allan Kardec. Vous voyez, sur la tombe voisine, le sécateur, la balayette, tout est là. Ce qui vous prouve que le cimetière n'est pas le lieu de la mort. Le lieu de la mort, c'est l'hôpital, c'est la pharmacie. Ici, on est dans le lieu du souvenir. Moi, je rencontre très souvent des habitués du cimetière qui m'affirment avoir des capacités médiumniques et ressentir des sensations qui, moi, m'ont toujours été étrangères. Moi, depuis mes 6 ans, j'arpente ce cimetière. Les morts ne m'ont jamais rien dit. Ce qui ne veut pas dire qu'ils ne me parlent pas, mais ils ne me parlent pas à moi. Moi, lorsque je viens ici, je me parle à moi-même, mais je me parle d'eux. C'est en cela qu'ils sont présents. Est-ce que vous êtes sensible à la doctrine d'Allan Kardec ? J'adopte face à cette doctrine une attitude qui est liée au scepticisme, c'est-à-dire au sens étymologique du mot. J'observe ce qui se passe. Comme il faisait d'ailleurs, voilà. lui aussi. Mais moi qui suis un professionnel des pratiques langagières, j'observe que le mot science revient souvent. C'était l'éloge de Camille Flammarion. Oui. Au moment de la désincarnation de Kardec, le spiritisme n'est pas une religion, mais une science. Doit-on en déduire parce que c'est une science qu'elle peut s'enseigner ? Ou dans ce cas-là, n'est-ce pas plutôt un art ? Et est-ce que certains, simplement, grâce à la vigilance de bonnes fées vibrillonnantes autour de leur berceau, en sont dotés ? Là, la question reste en suspens. Mais c'est aussi intéressant de voir qu'au cimetière... Mais elle mérite d'être posée, en tout cas. Mais le cimetière permet de poser des questions sans avoir de réponse. Et souvent, l'intérêt est davantage dans la question que dans la réponse.
Est-ce que ça vous arrive encore de, par moment, être un petit peu sceptique par rapport à tout ça? À partir du moment où on a compris, à partir du moment où on a vu, et c'est donc mon cas, j'ai vu des phénomènes, j'ai étudié, j'ai vu a posteriori d'autres phénomènes. J'ai par exemple vu une table tourner, c'était 10-15 ans après que j'ai commencé à étudier. Et puis je peux vous garantir que les tables elles tournent et qu'il n'y a personne qui triche et tout. Donc le phénomène est authentique. Kardec l'avait déjà observé, j'ai pu l'observer moi-même. Et bien c'est là où on suit le raisonnement de Kardec en disant il n'y a pas d'effet sans cause. Et donc cet effet-là a une cause et donc on recherche la cause et peu à peu on arrive donc à cette notion d'esprit. Donc à partir de là, non, si vous me demandez si je crois en la réincarnation, moi je vous répondrai, est-ce que vous croyez à la loi de l'attraction universelle? Est-ce que la Terre et la Lune s'attirent? Il n'y a pas d'élastique. Les physiciens n'ont pas encore réussi à trouver le graviton. Comment ils n'arrivent pas à expliquer la gravité? Pourtant elle est là, elle existe. Juste pour en finir, vous ne trouvez pas assez intéressant qu'Alain Kardec soit presque méconnu en France et tout simplement les Français les plus connus au Brésil? C'est intéressant, non? Nul n'est prophète en son pays. Alors il est encore très connu, Alain Kardec, mais le nom est connu, puis d'ailleurs si vous allez sur sa tombe au Père-Lachaise, elle est très régulièrement fleurie, mais je pense que ce qui est oublié, c'est la force sociale qu'il voulait impulser dans le spiritisme, et on retient de lui qu'un mélange, un amalgame entre le divertissement de salon, les fraudes qui ont été extrêmement nombreuses, plutôt que une véritable sincérité, parce que je demeure persuadée qu'il était très sincère pour améliorer le bien-être de ses concitoyens, à la fois physiquement, mais aussi bien sûr spirituellement. C'était La double vie d'Alain Kardec, Esprit, es-tu là? Avec Viviane Perret, Bertrand Beyerne, Claudia Bonmartin et Charles Kampf. Archive INA, Christelle Rousseau. Coordination, Christine Bernard. Un documentaire de Danilo Gras et François Test. Oui,